Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre magazine d'information en ligne, Le Floridien Magazine, un rendez-vous hebdomadaire en son et en images qui couvre l'actualité de l'État de la Floride, l'actualité également de cette belle communauté haïtienne qui s'y installe. À ce rendez-vous, nous jetons toujours un regard sur l'ensemble de la diaspora haïtienne et notre cher Haïti. Je suis Dessalines Ferdinand, soyez les bienvenus à cette édition du jeudi 2 juillet 2020. C'est notre tout premier numéro pour ce 7e mois de l'année 2020. Et à présent, voici les titres au sommaire. Le gouverneur de Floride refuse de revenir sur la réouverture de l'État alors que les cas de coronavirus explosent. L'haïtienne Anne-Louise Mesadieu décroche un nouveau mandat de maire adjointe de Chaville à l'issue des dernières municipales en France. Réouverture officielle en début de semaine de l'aéroport international de Port-au-Prince qui était fermé depuis environ 3 mois. Insécurité en Haïti avec cet assassinat dont a été victime un haut leader politique tué chez lui à Delma 75. En fin de mandat, des manifestants bloquent l'accès à la mairesse de Tabar, Nice Simon. Ces principaux titres et d'autres informations vous seront développées juste après cette courte pause. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481. De retour, mesdames et messieurs, pour le développement des principaux titres annoncés, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, assure qu'il ne reviendra pas sur la réouverture de son État malgré l'explosion du nombre de cas de COVID-19 ces derniers jours. On s'en souvient qu'en début de semaine, le docteur Anthony Fauci, devenu le visage de la lutte anti-COVID-19 de l'administration américaine, a lancé une nouvelle alerte lors de son témoignage face au Congrès. Il a signalé que les prochains jours allaient être décisifs, avertissant que si rien n'était fait, le pays pourrait connaître jusqu'à 100 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex Azar, a abondé dans le même sens, signalant que la fenêtre de tir pour contrôler cette épidémie se réduisait de jour en jour. On se souvient que le docteur Fauci avait avisé, même supplié les gouverneurs de ne pas précipiter la réouverture des États, craignant la souffrance et la mort inutile de dizaines de milliers de citoyens. Ces recommandations, malheureusement, n'ayant été que peu suivies. Aujourd'hui, près de la moitié du pays a du mal à gérer cette nouvelle vague de contamination de COVID-19. En Floride, la situation est particulièrement préoccupante avec un record de près de 10 000 cas positifs enregistrés ce samedi 27 juin. Le plus inquiétant est la moyenne d'âge des personnes contaminées qui est passé de 65 ans à 33 ans en l'espace de 2 mois seulement. Cette hausse fulgurante chez les jeunes s'explique principalement par un relâchement de cette catégorie d'âge qui a profité du déconfinement précoce pour aller en grand nombre à la plage ou pour faire la fête dans les bars. Malgré cette recrudescence des nouvelles contaminations qui a connu une montée en flèche, le gouverneur DeSantis refuse de revenir sur sa décision de réouverture. Au lieu de cela, il a préféré mettre l'accent sur le renforcement des mesures de sécurité sanitaire et une plus grande sensibilisation de la population. Il a ainsi été décidé de la fermeture des plages des deux côtés de la péninsule
Les plages du comté de Miami-Dade et de Broward où vit une forte communauté haïtienne seront elles aussi fermées du 3 au 7 juillet. Ceci pour éviter les célébrations habituelles du 4 juillet. Cette année, il n'y aura ni feu d'artifice, ni parade ou spectacle. La Floride a également suspendu la consommation d'alcool dans les bars pour essayer de limiter le nombre de contaminations. Dans la ville de Jacksonville, qui a été récemment désignée comme ville hôte de la Convention nationale du Parti républicain, le port du masque a été rendu obligatoire. Des interrogations commencent même à surgir sur la pertinence d'organiser une convention à pleine capacité comme le voudrait l'actuel président Donald Trump. Sur le terrain, les forces de police seront une fois de plus en première ligne pour faire respecter ces nouvelles mesures, d'autant plus que le thermomètre devrait afficher plus de 30 degrés ce week-end. Il faut dire que les Floridiens sont divisés sur le port du masque et aux ordonnances qui changent continuellement. Le comportement des citoyens est déséquilibré avec d'un côté ceux qui croient à une conspiration ou encore qu'ils sont immunisés et le reste de la population se plie aux exigences. Quant au gouverneur Ron DeSantis, il a implicitement reconnu qu'il s'est peut-être précipité dans la réouverture de la Floride. Aujourd'hui, il prône la plus grande prudence, surtout chez les personnes les plus vulnérables. La plupart des enseignants du comté de Palm Beach veulent retourner dans les salles de classe selon un dernier sondage, mais ils ne savent pas quand exactement. Même si la pandémie de coronavirus s'est aggravée, la plupart des enseignants du comté de Palm Beach ont déclaré le mois dernier qu'ils soutenaient un retour partiel aux cours dans les salles selon une enquête du district scolaire. Les résultats de l'enquête sont un autre signe de la profonde ambivalence des éducateurs et des parents concernant la réouverture des écoles. Alors que 61% des enseignants qui ont répondu au sondage le mois dernier ont déclaré vouloir reprendre les cours en classe à temps partiel, ils étaient beaucoup moins enthousiastes à l'idée d'un retour à temps plein. Lors de cette enquête qui a eu lieu entre le 16 et le 24 juin dernier, un total de 10 300 employés du district scolaire de Palm Beach se sont identifiés comme des enseignants ou aides-enseignants de classe. Depuis que l'enquête a été menée, la flambée des infections à COVID-19 en Floride n'a cessé de s'aggraver, ce qui a amené de nombreux enseignants à dire cette semaine qu'ils réagiraient différemment s'ils étaient à nouveau interrogés. Le syndicat des enseignants demande aux écoles de s'en tenir à l'enseignement à distance jusqu'à ce que la pandémie se résorbe de manière significative. Et le président du syndicat a déclaré que les résultats de l'enquête du district scolaire montraient qu'un consensus public était impossible à obtenir. Vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien. À présent, rendons-nous en Europe, plus précisément pour parler de Madame Anne-Louise Mesadieu, cette haïtienne d'origine qui vient d'obtenir un 3e mandat en tant que maire adjointe de Chaville. Malgré le contexte COVID-19 que connaît le monde actuellement, le second tour du scrutin a quand même eu lieu en France ce dimanche 28 juin 2020. La Française d'origine haïtienne, Anne-Louise Mesadieu, est parvenue à rafler un 3e mandat consécutif en tant que maire adjointe de Chaville, commune située à 13 km de Paris, en Île-de-France. Après 12 ans passés au conseil municipal de cette communauté, Louise Mesadieu bénéficie une nouvelle fois de la confiance de la population chavilloise pour continuer son travail. C'est la maire adjointe en personne qui a fait l'annonce de cette belle victoire sur sa page Facebook. Dans son post, elle a remercié les Chavillois de lui avoir renouvelé leur confiance pour un 3e mandat aux côtés du maire Jean-Jacques Guillet. Élue sous la bannière Unis pour l'avenir de Chaville, Madame Mesadieu plaide en faveur d'élus solides, dynamiques et compétents à la tête de la mairie de Chaville. Selon elle, le maire qu'elle assiste, à savoir Jean-Jacques Guillet, est la personne qui répond à tous ces critères. Notons que Mme Anne-Louise Mesadieu est née à Port-au-Prince le 12 janvier 1976. Malgré qu'elle ait réussi à refaire sa vie en France, son cœur n'a jamais oublié sa terre natale Haïti. Elle est depuis un certain temps la cheville ouvrière d'une association à caractère social,
Le nom, c'est Action pour Haïti ou encore APH. Cette association créée en juillet 2008, elle a pour objectif la promotion de la culture haïtienne en France par des actions concrètes, le soutien aux enfants de familles démunies en Haïti, ainsi que la création de structures éducatives pouvant accueillir des jeunes déscolarisés. Soulignons que l'association Action pour Haïti avait joué un rôle important durant la période post-séisme du 12 janvier 2010 à travers de nombreuses initiatives, en particulier la collecte et l'envoi vers Haïti de 6 conteneurs de matériel et d'outils scolaires distribués gracieusement à des établissements scolaires disséminés dans plusieurs villes du pays. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à lier connaissance avec cet élu français d'origine haïtienne à travers une prise de parole lors d'une réunion municipale. Suivons, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le vice-président. Et pour commencer, je ne partage pas les propos de Pierre que j'apprécie outre là. Je ne partage pas ses propos en disant que nous passons à côté avec cette proposition. Nous l'avons tous rappelé, la région Île-de-France est forte de ses 800 000 habitants originaires d'outre-mer. Aussi, donc, nous sommes une grande région ultramarine, que ce soit sur le plan de l'économie, du sport, la culture, nous n'avons pas à le démontrer. Et disais-je, je ne partage pas les propos de Pierre parce que nous connaissons tous la fougue de Patrick Caram. Nous savons combien il tient à Patrick Caram à cœur de mettre les ultramarins au centre et de penser à eux. Donc, voilà. Donc nous, je ne pense pas vous avoir coupé, je maintiens mes propos et je maintiens mes propos. Je dis et j'affirme que j'ai foi en la fougue de Patrick Caram pour mener à bien et pour permettre aux ultramarins de rayonner. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. Aussi, donc, nous voterons avec joie, fougue, cette délibération, ce projet, parce que nous savons, voilà, c'est une mise en matière. Et Patrick, encore une fois, je compte sur toi pour mener à bien et pour veiller à ce que tout soit mis au sol. Oui, Patrick et Valérie Pécresse, merci de mettre encore une fois au centre les ultramarins. Parlons de l'actualité en Haïti, en commençant par la réouverture en début de semaine de l'aéroport international de Port-au-Prince, l'aéroport Toussaint-Louverture, qui était fermé depuis environ 3 mois à cause de la pandémie COVID-19. En effet, ce mercredi 1er juillet 2020, un vol de la compagnie JetBlue en provenant de la Floride, États-Unis, il faut le préciser, inaugurait la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture qui n'a jamais aussi bien porté son nom. 3 autres vols étaient au programme ce jour-là, dont 2 vols en provenance des États-Unis et un autre vol de la République dominicaine, la République voisine. À leur débarquement de l'avion, les passagers ont dû subir certains contrôles sanitaires comme la prise de température et le remplissage d'un formulaire spécial sur l'état de santé. Dorénavant, les nouveaux arrivants ne se verront plus retirer le passeport comme cela se faisait durant les 3 derniers mois. Par contre, ils devront se mettre en quarantaine à domicile et seront suivis par des agents de la santé publique. Rappelons que la réouverture de l'aéroport de la capitale Port-au-Prince entre dans le cadre d'un retour progressif à la normale. Mardi 30 juin, la frontière terrestre avec la République dominicaine était elle aussi ouverte. Sur le plan économique, certains secteurs comme le textile pourront reprendre à pleine capacité alors que les écoles et les centres religieux resteront quant à eux fermés jusqu'à nouvel ordre. Regardons quelques images de l'arrivée du premier vol marquant la réouverture officielle de l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs. Oh, c'est moi dehors, oui. C'est Pierre de ce qu'il m'a payé. La caille, c'est la caille? La caille, c'est la caille. Are you happy? To be in Haiti? Yes. Oh, yes.
I was due to come here a week ago, but my plane got canceled, so now I'm grateful to be here. Yes. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Dans cette situation, ça me trouve que je dis encore, Haïtiens prennent conscience, les font bagay, il faut que vous posez sans eux pour faire ça à faire, pour que le peuple ait un bon résultat. Exemple, sous bon résultat, ma vie, nous demandons pour tout le monde faire test corona pendant 2 jours qui étaient en vol. Qui côté me faire test corona? Qui côté me faire? Pas qu'à faire. C'est pour nous bailler, on communiquer depuis d'avance, 1 semaine, 2 semaines d'avance, pour nous dire oui, on va faire test à ma votre test à Haïti, mais pour qu'on y a là, monter sans test. Nous devons mettre nous dans l'avion pour retourner avec nous. Moi-même, moi, je dis ça va qu'à faire, c'est menti. Si nous voulons faire des choses dans le pays, nous faisons bien. Quarantaine, bon, on va faire quarantaine, moi là, aucun problème. Quarantaine, moi là, pas de problème. Pendant ce temps, nous dit nous allons mettre nous en quarantaine. Le gouvernement va mettre nous en quarantaine. Ici, là, Haïti a corona. Moi-même, moi, fait 4 mois aux États-Unis. Je ne prends pas corona. Haïti, insécurité, un recadre de la BRH assassiné chez lui à Delma 75. Un drame qui a un parfum d'assassinat politique. Norvela Bellamy, un recadre de la Banque de la République d'Haïti depuis 20 ans et professeur d'université, a été tué à son domicile où se tenait une réunion politique du parti Regroupement Patriote Responsable, le RPR. D'après certaines informations, une dispute a éclaté et des coups de feu ont été tirés. Monsieur Bellamy et la mère de son fils de 4 ans ont été retrouvés morts. D'après un article du quotidien Le Nouvelliste qui cite le juge de paix suppléant de Delma, maître Jean-Fleury Raymond, on pouvait constater sur le corps de Norvela Bellamy une trace de blessure provoquée par un couteau et un impact de balle au flanc gauche. Sa conjointe, Daphné Fizemé, a reçu une balle. Toujours selon le juge, une autre victime dont l'identité reste inconnue a rendu l'âme face de la barrière de cette résidence privée située à Fragnoville, Delma 75. Selon des informations émanant du neveu de l'une des victimes, les assassins ont fait irruption dans la résidence juste après que M. Bellamy ait terminé sa réunion hebdomadaire qu'il organisait chez lui au nom de cette structure politique et ont commis leur forfait. Diplômé en sciences économiques et politiques, le défunt, père de 2 filles, détenait une maîtrise en administration publique. Il faut dire que ce meurtre vient s'ajouter à une longue liste d'assassinats qui endeuillent notre pays quasiment chaque jour. Il y a 2 semaines de cela, une écrivaine a également trouvé la mort chez elle avec son mari. Quelques jours plus tard, c'est une fillette du Cap-Haïtien qui est tombée sous les balles d'un agent de sécurité d'un restaurant. Et enfin, vendredi dernier, 2 jeunes danseurs ont été retrouvés morts et calcinés au cimetière de Tabar. Ce sombre tableau démontre une fois de plus que l'insécurité et la criminalité continuent de proliférer et de gâcher le quotidien des Haïtiens qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Revivons ensemble une des dernières interventions du professeur Norvela Bellamy au nom de sa formation politique où il critiquait en particulier l'élite économique qui, selon lui, est responsable en grande partie des maux du pays. C'est bourgeois le problème. Je crois que ce n'est pas un dirigeant de bonne qualité qui quitte bourgeois fait ça ouvrir. Dans le pouvoir, pas nous en nous-mêmes. Nous avons dit bourgeois à droite, là à droite. Nous avons dit à la gauche, là à la gauche. Si on prend l'argent dans le bourgeois pour arriver dans le pouvoir, ou pas qu'à discuter avec l'égal à égal. Parce qu'on veut rester avec lui. Parce qu'il bon l'argent pour aller représenter dans le palais. Il bon l'argent pour aller représenter dans le Parlement. Nous-mêmes, si ça fait nous dire, nous ne pouvons pas prendre l'argent pour nous parler avec eux. Pour nous politique, nous, et obligé de suivre. C'est-à-dire que, moi, pas que c'est bourgeois qui pressent pas le problème, non. Moi, je crois que dans l'État qui est faible, nous, c'est le gouvernement qui ne prend pas responsabilité, qui permet bourgeois, ni peuple là, c'est pas bourgeois seulement qui fait gagote nous.
peuple là tout, fait gargote tout. C'est-à-dire que pour joindre là pour nous-mêmes, ils fait partie du problème, non, mais ce n'est pas le principal problème. Nous, faisons élire des dirigeants valables, des dirigeants qui ont des capacités pour leur prendre décision, puis on fait tout le monde respecter côté riche, côté pauvre. La police disperse violemment au gaz lacrymogène un sit-in organisé par Nous Pap Dormi, NPD, devant les locaux du ministère de la Justice ce lundi 29 juin. Lancé via les réseaux sociaux, le sit-in que voulaient organiser les Petro Challengers pour exprimer leur ras-le-bol face à la criminalité et la recrudescence galopante de l'insécurité partout dans le pays, était violemment dispersé par des agents de la police nationale d'Haïti au niveau de l'avenue Charles Sommer. Affirmant avoir tout simplement reçu l'ordre d'empêcher les protestataires de se réunir devant le ministère, les policiers ont gazé le pourtour immédiat du ministère de la Justice. De plus, les agents qui n'ont apparemment reçu aucune résistance de la part des manifestants ont même tenté à maintes reprises de se saisir leurs banderoles sur lesquelles étaient affichées les revendications du groupe Nous Pap Dormi. Regardons les incidents qui ont émaillé cette manifestation au niveau de l'avenue Charles Sommer lors de ce sit-in. Gardez-vous bien, monsieur policier, gardez-vous bien. Vous gardez déjà, vous gardez déjà. Vous gardez déjà. Oh, vous gardez déjà, vous gardez déjà. Vous gardez déjà. Il faut dire que par la voix de son directeur, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a condamné l'usage abusif de la force par les éléments de la PNH. Pierre L'Espérance, qui est arrivé sur les lieux quelques temps après que des tubes de gaz lacrymogène eurent été lancés en direction des manifestants, n'a pas manqué de blâmer l'usage abusif de la force par les agents de la PNH et surtout de critiquer au passage le pouvoir en place. Il a en outre encouragé le Conseil supérieur de la police nationale à passer des instructions formelles pour le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Suivons son intervention au micro des journalistes présents sur place. Mesdames et messieurs, la justice est faible, la police est faible, bandits, les et arrêtés, ils ont libéré sans aucune forme de procès. Et pour regarder ce qui s'est passé récemment, on s'est dit commissaire gouvernement, ils ont tué lui, c'est toujours dans le cadre de l'insécurité d'État, côté que les gens qui sont puissants, parce que la fait travail, parce qu'il n'a pas fait ça, ils voulaient le faire pour violer la loi. Yo tué. Donc, je ne dis pas de monde dans la société qui est épargné dans la question de l'insécurité d'État. Donc, le droit à la vie, l'autorité n'a pas aucune importance. Droit à la sécurité, droit au logement, droit à la vie n'a pas aucune importance pour l'autorité. Le seul bagage qu'il fait, il prend gang, il a intensifié dans le pays. Pour identifier la police, pour ne pas recevoir les temps. Et je ne dis alors qu'on dit que nous n'avons pas de droit réunis, nous voyons que tout côté dans le pays, que l'autorité a fait régler les affaires, ils ont accepté que nous nous réunis. Je ne dis c'est question pour la vie. D'ailleurs, nous disons son sitting pour la vie. C'est question pour la vie qu'on défend là. C'est question pour chaque de nous qui vivent pour vivre sur le territoire. Et c'est ça, je ne dis nous devons régler. Toujours en Haïti, la mairesse de la commune de Tabar, Nissimon, décriée par les résidents de cette commune du département de l'Ouest. L'ancienne actrice devenue politicienne, Nissimon, qui est restée à son poste malgré la fin de son mandat depuis le 27 juin dernier, a été décriée par des mandants
Ces derniers ont tenu ce lundi 29 juin 2020 un mouvement de protestation dans le but de contraindre les membres du conseil municipal de Tabar à signifier la fin de leur mandat. Au niveau de Carrefour Fleurio, les protestataires ont mis en travers la route des camions, affectant ainsi la circulation routière et piétonne. Ils ont notamment dressé des pneus enflammés sur la voie publique. Des tirs ont aussi été entendus dans la zone pendant ce mouvement de protestation. Les protestataires disent organiser ce mouvement afin de bloquer l'accès aux locaux de la mairie et plus particulièrement à la mairesse principale de Tabar, Nice Simon. Nice doit partir car son mandat de 4 ans touche à sa fin. Nous ne réclamons d'elle qu'une lettre de notification confirmant son départ et nous ne croyons pas qu'elle partira avec le sentiment du devoir accompli pour n'avoir rien réalisé comme œuvre, s'indigne un résident protestataire de la commune. Selon un autre, Nice Simon a failli à sa mission en tant que chef de file du conseil municipal. Rappelons qu'aujourd'hui, une dizaine de maires, dont Ronnie Colin et Ralph Yuri Chevry, respectivement des communes Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince, ont signifié ce lundi 29 juin 2020 aux responsables de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif la fin de leur mandat de 4 ans. Jusqu'à présent, ils sont une poignée de maires à prendre dans cette initiative. La majorité de ces élus locaux gardent le silence et attendent patiemment la décision de l'exécutif. Voyons ensemble les images de ce mouvement de protestation contre le conseil municipal de la commune de Tabar. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité à ce numéro de Le Floridien Magazine, édition du jeudi 2 juillet 2020. Merci à vous tous qui nous avez prêté attention encore une fois cette semaine. Et je vous souhaite, vous qui vivez aux États-Unis, donc je vous souhaite un excellent week-end. C'est un long week-end. C'est la célébration de l'indépendance des États-Unis. Évidemment, et pas tout le monde qui a fêté. Nous ne pouvons pas fêter, j'en habitué fêter, puisque à cause de la pandémie Covid-19, il y a certaines restrictions à observer, à respecter si vous préférez. Donc, si nous sommes capables de faire ça en famille, en 4, 5, 6 mois en famille, dans le backyard nous, donc il faut profiter de la vie, parce que nous connaissons chaque jour, nous allons mourir, donc il faut profiter de la vie au maximum. Donc, m'a dit nous toutes merci encore une fois. Et surtout, pas oublier, consulter le site internet Journal Le Floridien. L'adresse, c'est le www.lefloridien.com. Et pourquoi pas notre page Facebook, c'est également à consulter, Facebook Le Floridien ou encore Facebook Le Floridien Newspaper. Je suis Dessalines Ferdinand, toujours au plaisir de vous présenter ces informations. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Le Floridien Magazine.
If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridian. Le Floridian is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridian is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridian.com. That's LeFloridian.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.